Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire absolument incroyable de la monnaie. C'est un voyage qui commence avec du bétail et des coquillages pour finir avec des lignes de code sur un ordinateur. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'un simple billet de banque permette d'acheter des choses bien réelles, ou qu'un paiement sans contact transfère une valeur si tangible? En fait, tout ça repose sur une idée super puissante, notre croyance collective. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer. Et voilà le fil rouge de notre histoire, la dématérialisation. On va voir comment petit à petit, au fil des siècles et des millénaires, la monnaie s'est détachée de sa forme physique pour devenir une idée, une information, une pure abstraction. Avant la monnaie, il y avait le troc. Un système qui paraît simple comme ça, mais qui, en pratique, était incroyablement compliqué. C'était le point de départ, le problème qu'il fallait absolument résoudre. Le souci numéro 1 du troc, c'est ce que les économistes appellent la double coïncidence des volontés. Un nom un peu barbare pour dire quelque chose de simple. Pour qu'un échange marche, il faut trouver quelqu'un qui a ce qu'on veut, mais il faut aussi que cette personne veuille précisément ce qu'on a à offrir. Imaginez la scène. On a des poulets, on veut du pain, mais le boulanger, lui, a besoin de bois. C'est un vrai casse-tête. Et les problèmes ne s'arrêtaient pas là, loin de là. Comment on décide combien de pommes vaut un poisson? Comment on stocke sa richesse quand c'est du grain qui peut pourrir? Et comment on transporte tout ça facilement? Bref, le troc avait de sérieuses limites et il était temps de trouver une meilleure solution. La première vraie solution, ça a été de se mettre d'accord sur des objets qui avaient leur propre valeur, une valeur reconnue par tout le monde. C'est comme ça qu'est née la monnaie physique. Le point clé ici, c'est cette idée de valeur intrinsèque. On n'acceptait pas un objet parce qu'il représentait une valeur. Non, on l'acceptait parce qu'il était cette valeur. Pensez au sel, aux métaux précieux, à certains coquillages. Tous ces objets étaient désirables pour ce qu'ils étaient, soit utiles, soit rares, soit les deux. Et là, il y a une évolution capitale. On est passé de matières brutes, comme des pépites d'or, à des pièces de monnaie bien standardisées. L'énorme avantage, c'est qu'une autorité, un roi ou un État, garantissait leur poids et leur pureté. Fini d'avoir à peser le métal à chaque transaction. Cette standardisation a vraiment solidifié la confiance et a fait exploser le commerce. Allez, on avance. On arrive maintenant au plus grand tournant conceptuel de toute l'histoire de la monnaie. C'est le moment précis où la valeur a commencé à se détacher de l'objet physique lui-même. C'est la question qui a absolument tout changé. Et si un simple morceau de papier pouvait avoir de la valeur, non pas pour ce qu'il est, mais pour la promesse qu'il représente? Une promesse garantie par une entité puissante, comme un État par exemple. Eh bien, nos billets de banque actuels, c'est l'incarnation parfaite de cette idée. Un billet de 50 €, en tant que bout de papier, ne vaut quasiment rien. S'il vaut 50 €, c'est uniquement parce que nous avons collectivement confiance dans l'autorité qui l'émet, comme la Banque Centrale Européenne, et parce qu'on s'est tous mis d'accord pour l'accepter en échange de biens et de services. Le mot lui-même nous donne la clé. Fiducia, en latin, ça veut dire la confiance. C'est un peu comme un contrat social invisible. Tant que la confiance est là, le système tient. Mais si elle disparaît, le billet redevient ce qu'il est vraiment, un simple morceau de papier. On continue notre voyage vers toujours plus d'abstraction. Après le papier, on entre dans l'ère des pixels. La monnaie a de plus en plus quitté nos portefeuilles pour devenir une simple écriture dans les ordinateurs des banques. Ce chiffre est assez stupéfiant quand on y pense. Plus de 90% de la monnaie qui circule dans les économies développées n'existe pas physiquement. Ce ne sont ni des pièces ni des billets. Ce sont des lignes de code, des entrées numériques dans les serveurs des banques. Cette transition s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, la monnaie est devenue scripturale, c'est-à-dire une simple ligne d'écriture sur un compte en banque. Ensuite, des outils comme les chèques ou les cartes de crédit ont permis de la faire bouger facilement. Et aujourd'hui, la monnaie électronique rend les transactions quasi instantanées depuis nos téléphones. Le point commun dans tout ça, la confiance repose toujours sur des institutions centrales, les banques. Et nous voilà arrivés à la dernière évolution en date, peut-être la plus radicale de toutes, une monnaie qui potentiellement pourrait se passer des banques et même des États. Le mot qu'il faut absolument retenir ici, c'est décentralisé. Contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale ni de gouvernement pour contrôler le système. C'est le réseau lui-même, sécurisé par des calculs complexes et maintenu par des milliers d'ordinateurs partout dans le monde, qui valide et enregistre toutes les transactions. Ce tableau résume très bien la différence fondamentale. D'un côté, la monnaie électronique, c'est juste la version numérique de la monnaie classique, toujours contrôlée par les banques. De l'autre côté, la crypto-monnaie, c'est une catégorie complètement nouvelle. Elle est née numérique et elle repose sur un protocole partagé, la fameuse blockchain. Ici, la confiance n'est plus placée dans une institution, mais dans la robustesse du code informatique lui-même. Voilà, cette frise chronologique résume parfaitement tout notre voyage. On part du troc, on passe aux objets qui ont leur propre valeur, puis aux pièces standardisées, à la monnaie basée sur la confiance,
puis à celle qui n'est qu'une écriture bancaire. Et nous voilà aujourd'hui à l'ère du numérique et du code décentralisé. C'est l'histoire fascinante d'une abstraction qui n'a cessé de grandir. Au fond, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Chaque nouvelle forme de monnaie n'est jamais apparue par hasard. Ça a toujours été une réponse, une sorte d'innovation technologique pour régler les problèmes de commerce, de logistique et surtout de confiance de chaque époque. Alors qu'on passe de plus en plus d'un monde d'atomes à un monde de bits, c'est logique que la forme de notre monnaie continue de s'adapter. Alors, laquelle de ces formes va dominer le monde de demain ? C'est une question totalement ouverte et c'est ça qui rend l'histoire actuelle si passionnante.